hijira kamali koyumando. Angamali ye karan jamana ye, angamali ye same jamana ye. Parabinna bela mali de dona hijira kamali koyumando. Nibedina deme bayu mande nyini. Nibedina kanu bayu mande nyini. Nibedina kereje pariunde nyini. Nibedina dugu korobade nyini. Harina dana dumbutuma kangumu sae kereje parinye. Bismillah. Anga folbila se aklingen na bela jelema biye sibriye an sigira dɔgɔkun kunnafoni kɛnɛ kan. Kunnafoni minnu bɛ tali kɛ dɔgɔkun na o bi sɛnsɛn ka lase aw ma sibiri ani araba radio sewa 105.5 o sanfɛ. Bi baro o bɛ tali kɛ Sadi ɲɛmɔgɔ ni o ye honorable Umar Mariko ye. A ye kunnafonidilaw lasigi baro sigi la. A kɛra parti siège la dɔgɔkun jan tɛmɛnen o kɔnɔna la. Baro in a bolila fɛn min ka kɛrɛnkɛrɛnlen la o dɔ bɛ tali kɛ jamana yɛrɛ bɛ lahala minnu na. Nka baro sigira nanzarakan na. Baro nafa kama kɛnɛ min sigira Umar Mariko ani kunnafonidilaw ni ɲɔgɔn cɛ. An ka lamɛn. Je voudrais d'abord dire à la presse d'avoir l'amabilité de dire au ministre Diop des Affaires étrangères que nous tenons, nous, à Sadi, à l'image de notre pays, que nous tenons à la fierté nationale du Malien et qu'ils comprennent, qu'ils sachent que ce n'est pas seulement pour la question de fierté, mais qu'ils comprennent qu'il n'a pas à déformer les faits pour vilipender notre pays. L'armée tchadienne n'a pas réuni le Mali. Qu'il arrête de le dire, parce que nous les avons aussi entendus dire que le sommet France-Afrique était la renaissance du Mali. Franchement, que des badauds racontent des choses comme ça autour des grains, cela peut comprendre. Ça fait mal. Mais que des hautes autorités de ce pays se permettent d'éprouver leur propre lâcheté à la communauté internationale, qu'ils arrêtent de prendre leur propre turpitude comme étant vraiment le peuple malien. Dites cela, s'il vous plaît, au ministre des Affaires étrangères. À quelques kilomètres seulement de Mopti, il n'y a pas d'État malien. Il n'y a pas la représentation de l'État. Aujourd'hui, à quelques kilomètres de Tombouctou, l'armée se trouve dans un piteux état. À Kidal, des appels incessants se font pour que les autorités intermédiaires soient mises sur place et que l'armée rentre à Kidal. Cela est extrêmement important à dire. Alors, le Tchad n'a pas réunifié le Mali. Alors, le sommet France-Afrique ne peut pas faire renaître notre pays. S'ils disent tout cela pour la communauté internationale, franchement,
nous avons encore de la douleur par rapport à ces communiqués qu'il a signés successivement pour vendre les migrants maliens et ensuite se retourner pour se nier. Et ils n'ont pas honte de se renier. Nous tenons à notre pays, nous tenons à son image et nous croyons formellement que c'est les Maliens qui vont mettre fin à cette situation. Donc, s'il vous plaît, transmettez ce message au docteur Diop, ministre des Affaires étrangères, hélas, du Mali. Vous savez, la marche unitaire, pourquoi nous n'avons pas pris part? Dieu merci, ceux qui étaient sur le terrain, comme le journaliste africain, viennent de démontrer en réalité ce que nous avons prévu. Vous savez, pour nous, c'était du folklore. C'est du folklore et ce sont des larmes de crocodile. C'est de la spéculation sur la misère et le malheur des autres, à vouloir chercher à avoir un positionnement politique. Cela a caractérisé de longue date cette classe politique malienne qui m'incite à dire ce que Mélenchon a dit en France, qui est s'en tous. Quand on égorgeait plus de 100 militaires maliens à Aguelok, cette classe politique était au pouvoir. Les drapeaux n'ont pas été mis en berne. Le peuple malien n'a été informé que par les réseaux sociaux. Nous étions là en train de crier et nos cris n'étaient pas entendus et écoutés par ceux qui nous dirigeaient. Et précisément par cette classe qui était obnubilée par les élections du 29 avril et voulait tout faire pour se faire intéresser et désirer par Amadou Touré afin qu'ils choisissent dans leur rang le président, le futur successeur. Niant ainsi que c'est le peuple qui peut choisir, doit choisir ses dirigeants dans un système démocratique. Vous les avez vus, la même classe politique gesticuler. Et lorsqu'il y a eu Nampala, il y a eu Djabali, il y a eu Menaka, avant le 29 avril, cette classe politique était encore là, en train de quémander un remaniement ministériel, en train de chercher à se positionner pour pouvoir poursuivre la même œuvre qui a été commencée depuis 1992 par la partie du mouvement, je dis bien la partie du mouvement démocratique qui a eu le pouvoir en 1992. Parce que de 1992 aujourd'hui, ceux qui ont dirigé le pays font partie du mouvement démocratique de 1991, mais ce n'est pas seulement eux le mouvement démocratique de 1991. Donc, vous les avez vus, il y a eu beaucoup d'attaques. Il y a eu une atomisation des mouvements de contestation aujourd'hui, dont les ficelles sont tirées par certains politiques ici, à Bamako, et qui sont des mouvements qui se font sur des bases ethniques. Le dernier mouvement qui vient de naître, c'est un mouvement Dogon. Les Dogon, les Peuls, les Bambara se révoltent. Vous n'entendrez jamais les Tamashek se subdivisent. Vous entendez toujours cette même classe politique-là. Elle est muette. Et elle pense que, en fait, c'est une communauté qui doit régler les comptes à une autre communauté. Une communauté a trop revendiqué, une communauté, on va jusqu'à trouver des péchés originels sur certaines personnes. Comme si la tâche du politique n'est pas de concevoir une nation, de concevoir un projet et de basculer le pays vers ce projet de société qui pour nous aujourd'hui doit être d'avoir un Mali dans toute son intégrité territoriale avec un État qui puisse incarner la violence sur tout le territoire et qui puisse faire régner la justice et l'équité. Ça c'est notre problème politique. Mais cette préoccupation-là n'est pas dans la classe politique malienne. Et nous avons tout fait. On était au pouvoir, on était plutôt avec le pouvoir, 2002-2007. On a compris. On le savait avant, mais c'était une démarche pédagogique et nous continuons la démarche pédagogique pour simplement démontrer à tout le monde que notre problème n'est pas un individu.
Et notre problème n'est pas forcément la place. Mais 2002-2007, on s'est rendu compte que ça ne va pas, on a claqué la porte. 2007, ça a trouvé que depuis notre création, nous n'avons jamais accepté le régime de Alpha Marconari. On vient avec le président Ibrahim Boubacar Keïta. Nous sommes restés avec lui pendant 3 ans. Et c'est 3 ans où nous les soutenions. Mais ce n'était pas un soutien aveugle, c'était 3 ans où on les sollicitait. En fait, c'était 3 années de sollicitation. Parce que nous voyons que le pays se trouve dans le trou et eux, ils pensent que ça va. Nous pensons que ça ne va pas, eux, ils pensent que ça va. Nous pensons qu'on peut tirer dans telle direction, eux, ils pensent que là où ils sont là, c'est bon. Nous avons attiré leur attention 1 année, 2 années, 3 ans, ça suffit. Personne n'a entendu le parti Sadi battre le pavé pour dire oui, si vous ne donnez pas de place, on va quitter. Si vous ne donnez pas de place, ça n'a jamais été notre préoccupation. La preuve, quand le RPM a demandé à ce qu'on constitue le même groupe parlementaire à l'Assemblée nationale, miroitant beaucoup d'avantages, nous avons dit au RPM, pas avant un accord politique préalable. Et nous avons fini par proposer un accord politique préalable qui est resté dans les tiroirs du RPM pendant 1 an. Nous avons dit donc ça suffit. À la dernière rencontre avec le président Ibrahim Boubacar Keïta, nous avons attiré l'attention qui est sortie à la télé, attiré l'attention sur notre souci de voir des forces politiques se mettre ensemble pour dessiner le contour d'un véritable respect des engagements qu'il a pris vis-à-vis du peuple malien. On est resté incompris, les rendez-vous ont été donnés n'ont pas été respectés. Nous avons quitté le RPM, nous avons quitté donc cette majorité présidentielle. Nous nous sommes retrouvés en face de nous ceux qui hier ont applaudi à l'embargo, ceux qui hier ont cherché à ce que la France intervienne, qui n'ont pas pu trouver de solution entre nous-mêmes. J'entends encore la phrase d'un des responsables de ce regroupement actuel, qui est le chef de file de l'opposition, dire à Ouagadougou, au président Blaise Compaoré, Monsieur le Président, on ne s'entendra pas, nous Maliens, ici à Ouagadougou. On ne s'entendra pas au Mali. Un homme politique de cette envergure-là. À Ouagadougou, il dit, on ne s'entendra pas. Il y a un autre qui se lève, choisissez telle religion pour qu'il soit le président de la transition. Et c'était au Burkina qu'on demandait, à Blaise Compaoré, qu'on demandait de gérer le Mali en lieu et place des Maliens. Alors qu'est-ce que cette classe politique a à offrir? Ils l'ont dit. Donc maintenant, nous ne pouvons pas nous retrouver dans un regroupement où au départ rien n'a été discuté. C'est ce coup de fil que l'honorable Thiam m'a appelé pour me dire qu'il a été approché par l'honorable Mourindiaï. C'est aussi par coup de fil que Tcheblin Dramé m'a appelé. Et le problème c'était de me convaincre que ce n'était pas le chef de file de l'opposition parce qu'il connaît mon aversion vis-à-vis du chef de file d'opposition. Notre parti est très clair là-dessus. Il dit non, c'est le parrainage qui l'a organisé. Pour nous, que ce soit le parrainage, que ce soit le chef de file d'opposition, on ne peut pas nous appeler au téléphone pour dire venez, on va se mettre ensemble pour aller pleurer ensemble. Alors qu'au fond, quand nous versons des larmes, c'est des larmes réelles. Quand eux versent des larmes, c'est des larmes de crocodile. Parce qu'il faut préparer le terrain, il faut éviter que ça nous arrive. La division actuelle de l'armée, elle est réelle. Il y a 3 niveaux. Il y a une partie des militaires qui sont en prison. Vous continuez à chercher leur tête. À les enfoncer devant que de voir la vérité dans toutes ces manifestations. Vous refusez cela. Vous avez juste fait une opération tapage de réconciliation pour pousser la justice à libérer les siens qui ont assassiné des gens aussi le 30 avril. Ça, c'est un problème réel. Vous savez aussi que dans l'armée, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de personnes dont la liste, on a peur de sortir la liste, parce que simplement ils veulent les radier de l'armée, mais ils ont peur de sortir leur liste. Il y a un manque de confiance totale entre la hiérarchie militaire et les hommes de rang. Un manque de confiance totale.
Les militaires, comme nous l'avons dit dans la déclaration, il y a des militaires qui sont aujourd'hui suspendus, dont les salaires sont aujourd'hui suspendus, alors que c'est des malades, et ça a été prouvé que c'est des malades, par des médecins. On veut coûte que coûte qu'ils aillent sur le front. Il y a des militaires dont les salaires sont coupés. Les primes, on les coupe à loisir. La prime de 50 000 francs qu'on donne aux militaires pendant le combat, quand ces militaires font seulement 3 jours d'absence sur permission, on leur coupe leur prime. Les salaires sont suspendus, mal logés, mal nourris. Mais vous voulez que le moral de la troupe, elle est complètement au bas de l'échelle. Donc nous voulons qu'on discute de tout ça, qu'on discute de comment s'en sortir, qu'on mette fin à ces histoires de mouvements à créer, à ne pas en finir. Chacun veut utiliser comme un moyen d'ascension au pouvoir, comme un moyen de pression sur le pouvoir. Et le pouvoir aussi s'en sert comme moyen de chantage. Est-ce qu'on peut s'en sortir avec cette vision disparate? Maintenant, comme on a assassiné des gens, et cela a ému le peuple malien, on veut frapper sur son émotion. Vraiment, là, excusez-nous, nous ne sommes pas prêts à aller avec des gens dans cette façon de faire. Toute notre quête, depuis de longues dates, c'est qu'on s'asseye, qu'on se dise les choses, qu'on voit les solutions, et que l'on reconnaisse, qu'on fasse l'autocritique s'il le faut. Mais ils ne veulent pas de cela, parce que toujours obnubilés par les places, par l'argent, par le pouvoir. Et pourquoi en faire? Pour simplement en jouir. Pour eux, pas pour le peuple. Donc c'est pour cette raison qu'on ne peut pas être là. Maintenant, il n'y a pas de divergence entre l'ADP et le SADI. Il n'y en a pas. Vous savez, on a fait un attelage. On s'est mis ensemble pour faire un groupe parlementaire. On a commencé un travail pour faire un attelage avec toutes les forces politiques critiques vis-à-vis du pouvoir, qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir, mais aussi qui sont très critiques vis-à-vis de ceux qui étaient de l'opposition. Parce que la vertu n'est pas à l'opposition. Et le crime n'est pas que du côté du pouvoir. Parce que la leçon politique que le parti SADI a tirée aujourd'hui, c'est de l'existence des partis politiques au Mali, c'est que les configurations ne sont pas nettes autour des questions idéologiques, des questions d'options et des questions de programmes politiques. Donc, ce point de vue, il est nécessaire, il est important que l'on essaie d'être beaucoup plus pondéré dans le jugement, d'être plus entreprenant dans les rencontres et de pouvoir faire en sorte que les choses se démêlent et la vie elle-même va aider à mettre ensemble ce qui doivent l'être. Donc, dans cette position-là, nous n'avons pas jugé l'ADP sur des positions idéologiques, nous l'avons seulement jugé sur des prises de position politiques, et ce sont ces prises de position politiques qui ont fait que nous avons approché l'ADP Maliba, qui a fait preuve de courage en quittant, évidemment, avec des mots bien appropriés, la majorité présidentielle. Donc nous avons commencé un attelage. Il faut reconnaître qu'en toute objectivité, il y a des difficultés de travail qui sont dues beaucoup plus à des questions d'agenda de part et d'autre, plutôt qu'à une mauvaise foi de part et d'autre. Donc quand Cham nous avait informé du coup de fil attendrissant de Tcheblé Dramé et de Boudindjaï, eux ils ont pris la position de les accompagner, mais pas de les accompagner en leur donnant un chèque en blanc. Ils sont allés avec eux, évidemment pour porter aussi leur vision sur la question et marquer de leur présence lors de ces rencontres-là. Mais aussi, il y a la jeunesse à leur avantage. Ils ne connaissent pas ces gens-là, nous les connaissons. J'avais dit à Madoya Sandogo en son temps, tu ne connais pas les politiciens maliens, tu l'apprendras à tes dépens. Et c'était sur RFI. Alors donc, il n'y a pas de divergence entre nous. Il y a eu cette prise de position, ils l'ont faite. Il n'y a pas eu de concertation, en fait, aussi entre nous, pour que chacun dégage sa position. C'est simplement des questions de dysfonctionnement organisationnel. Comme aussi, nous n'avons pas réussi à se mettre ensemble pour faire des listes communes au municipal. Donc, notre union souffre d'un problème organisationnel qui n'est pas seulement l'apanage de l'ADP, c'est de part et d'autre.
Alors, nous avons l'espoir que nous allons pouvoir travailler au fur et à mesure parce qu'on vient de se connaître. C'est pas comme le Sadi et le Parrain, on se connaît de longue date. C'est pas comme le Sadi et l'Adéma, on se connaît de longue date. Le LPM, on se connaît de longue date. Alors donc, c'est pas la même chose. Donc, il n'y a rien. Donc, il faudra dire aussi à Info Matin, j'espère qu'ils sont là, quand ils ont écrit déjà la rupture. Non, ce n'est pas la rupture. Chers amis de Info Matin, amassez Info. J'espère que ce n'est pas non plus le souhait. Oui, nous avons demandé l'audit de l'Assemblée nationale, l'audit du PSPDL, l'audit de l'ADCT. Ce n'est pas une démarche dirigée contre qui que ce soit. C'est simplement pour que certaines supputations puissent s'avérer vraiment fausses et que certaines réalités objectives soient révélées, et même les questions qui sont liées à des gestions individuelles, on puisse arrêter cela. Je pense aussi quelque part, c'est une des missions que le peuple malien a confiée à Ibeka, c'est de la transparence des institutions, dans la gestion des institutions. Alors nous n'avons fait que notre devoir de député et notre devoir politique en saisissant le vérificateur général. Et comme aussi nous avons introduit quelques questions orales et écrites. Questions écrites qui pourraient bien déboucher sur des questions orales si nos prévisions, ce que nous avons demandé, n'est pas prise en compte. La dernière question orale d'ailleurs, écrite d'ailleurs, c'est adressée au ministre de la Sécurité intérieure et de la Protection civile. Nous avons cette question orale. On a adressé une question aussi écrite plutôt à Madame le ministre de la Fonction publique, une question écrite au ministre de la Défense qui se prépare, mais on a une question écrite qui a été adressée un mois là au ministre de l'administration territoriale sur les différentes élections qui sont censées passer. Pour vous dire que la fonction de député, il y a deux types de questions qu'on peut adresser. Il y a plus trois types de questions. Il y a les questions d'actualité, ça c'est le groupe qui décide. Il y a les questions orales, ça c'est le député face au ministre devant le public. Il y a les questions écrites, ça c'est le député et le ministre face à face à travers les écrits. Donc le ministre a au maximum 45 jours pour répondre à ces questions-là. Nous avons choisi cette voie pour permettre au ministre, pour que les gens comprennent encore une fois que nous sommes de bonne foi, qu'on ne cherche pas à humilier qui que ce soit, qu'on est de bonne foi, mais nous ne transigeons pas avec ce qui doit être notre fonction et ce qui doit être la leur. Parce que ce soit le ministre, que ce soit le député, notre référence, c'est le peuple. C'est le peuple qui nous a tous mandatés. Nous, par le suffrage, et eux, de façon indirecte, par celui qui a été mis là par le suffrage. Alors donc, chacun doit travailler et comme la règle le veut. Alors donc, on a fait ces dépôts de questions orales et de demandes d'audit. La rencontre avec le comité de suivi, quel commentaire? Le boycott de la SEMA. Bon, moi, je n'ai pas vraiment suivi ça, mais vous savez, je peux comprendre que les gens de la SEMA se lassent. Tout le monde est lassé. J'avais dit à un ami que si j'étais là à la question orale, à la question d'actualité, j'aurais, avec les 2 minutes là, j'allais faire 1 minute 30 au micro sans dire mot. Et les 30 secondes qui suivaient, j'allais dire Fote Mokoban, Fota Impangoui. C'est tout ce que j'allais pouvoir dire. Parce que franchement, on a tellement parlé. On a tellement parlé que on ne sait pas, les choses n'avancent pas. Nous, on avait proposé depuis de longue date, et c'est notre position. Mais pourquoi ne pas mettre sur place les autorités intermédiaires à Kidara où c'est possible? Tout de suite. Et 2 mois après, faire rentrer l'armée. Cela est du domaine des possibilités. Mais pourquoi on veut toujours regarder le papier? Est-ce qu'on a appliqué ça? Est-ce qu'on a appliqué ça? Est-ce qu'on a appliqué ça? Comme si on était des étrangers chez soi. On sait, des choses sont claires. On sait que des Maliens, suite à des conflits armés, ont quitté leur territoire pour aller se réfugier ailleurs. Ils sont plus de 200 000 personnes. On sait que suite à un conflit interne, l'État en place a été obligé de se retirer dans ces différents embranchements d'un certain nombre de territoires du pays. On sait que dans le pays aujourd'hui, les gens souffrent cruellement
du manque des services sociaux de base. On veut se redécouvrir, se retrouver sur une base nouvelle. Pour nous, le postulat est là, au niveau du Sadir. À partir de cet instant-là, étant donné qu'on peut s'asseoir et se parler, on s'assoit et se parle ici à Bamako, on s'assoit et se parle à Gao. Mais diable, comment se fait-il qu'on continue à soumettre les gens à des souffrances inutiles? Parce que simplement aussi la guerre tue, la guerre donne de l'argent. L'argent de la drogue qui se vend au nord, qui descend au nord et qui inonde tout le pays. Mais il y a des gens qui ont intérêt à ce que la situation perdure. Pendant la transition, on s'est battu sous ATT pour que les gens comprennent. On s'est battu pendant la transition, on s'est rendu compte que certains responsables de la transition voulaient que ça dure, pour qu'eux ils restent au pouvoir. Pour qu'ils reprennent le pouvoir après, immédiatement après. Et ils en ont cure de la mort de tous les jours des enfants de ce pays. Et des déchirures profondes, sociales profondes, que nous mettrons des années et des années à pouvoir penser, si jamais on réussit à se mettre ensemble. Bon, donc, ce point de vue-là, moi je peux comprendre que les gens se fatiguent. Hein, mais franchement, je n'ai pas les détails de cette situation-là, je n'aimerais pas bien m'aventurer là-dessus, sauf si certains de nos camarades ont des... Mais dessus de Bathily. Bon, moi je ne sais même pas s'il faut être dessus de Bathily, parce qu'en réalité, nous étions très heureux d'entendre un autre son de cloche dans une autre sphère qui aussi dit halte aux spéculations foncières, halte aux expropriations de terres, chose que le tout-puissant État a nié devant l'Assemblée nationale, dit qu'il n'y a pas d'expropriation de terres, avec arrogance et mépris. Il n'y a pas d'expropriation de terres. Que quelqu'un du gouvernement vienne le dire ne pouvait que reconforter le Sadir dans sa position. Donc nous avons soutenu Bathily dans ce domaine-là. Mais nous avons lu à Bathily et à Maracongo. Autant nous sollicitons qu'on travaille ensemble, nous n'avons jamais pu travailler ensemble, ce n'est pas seulement notre faute. Mais nous avons dit clairement à Bathily qu'en réalité, pour que ce problème s'arrête, il faut l'implication personnelle du président de la République. Il faut que la justice sente que le président de la République est bien regardant de la manière dont elle se comporte vis-à-vis des gens qui sont expropriés. Qu'on sente que le président de la République est intraitable contre les spéculateurs fonciers. Mais lorsque les agences immobilières, spéculatrices, foncières, se trouvent dans toutes les institutions de la République, lorsqu'elles se trouvent à la tête de la plupart de ces partis politiques-là, opposition aussi bien que majorité, mais qu'est-ce qui reste au peuple? Nous avons dit que Bathily, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas. Mais si on se mettait ensemble, on pourra regrouper une certaine opinion des forces pour poser le problème. Mais il a voulu faire un travail en solo. Bon, finalement, c'est beaucoup plus du commerce politique que nous sentions depuis le départ, mais il faut éviter les a priori. Nous ne sommes pas allés à lui avec des a priori. Donc, en réalité, au fait, on a découvert de ces choses assez immondes sur la question. Parce que le même ministre que vous voyez se battre contre les fonciers, contre les spéculations foncières, et quand vous le retrouvez en train de vendre le patrimoine, les logements qui ont été faits par le peuple malien. Vous savez, peut-être la plupart d'entre vous, vous êtes jeunes, vous ne savez pas, le régime de Modibo Keïta avait fait beaucoup de maisons d'habitation. Ce n'est pas les logements sociaux que vous voyez, beaucoup de maisons d'habitation pour les fonctionnaires, qui pouvaient passer un maximum de 10 ans dans la maison. C'était une politique qui permettait aux fonctionnaires aussi de ne pas payer la location, d'économiser, parce qu'on savait que le salaire est faible, ça va lui permettre d'économiser. C'est un cadre, ça va leur permettre d'économiser. Comme ça, quand ils quittent la fonction publique, ils vont pouvoir construire aussi.
ces maisons-là, qu'on appelait les logements administratifs, depuis l'avènement des Alpha en 92, ils ont commencé à les vendre. Ils ont commencé à les vendre. Et le ministre qui a été le premier à vouloir les vendre, c'était le ministre de mon parti à l'époque, le ministre du Sénit. C'est lui qui a commencé les ventes, au moment où le Sénit était avec la demande dans le même gouvernement. Ça n'a plus arrêté. Je vous le dis pour vous, pour que vous compreniez. Ça n'a plus arrêté. Et ce sont les mêmes responsables politiques qui achètent ces maisons et qui se couchent dedans. Regardez là où il y a Boubé. Je vais Boubé Maïga. C'est pas pour lui. Mais ils se vendent les maisons. Je n'ai jamais vu une telle classe politique. Sans éthique, sans morale, sans rien du tout. Il prend les maisons de l'État. Les cadres ne sont pas logés. On a des grands professeurs de chirurgie, des médecins, des grands intellectuels qui vivent dans des taudis ou dans des conditions extrêmement difficiles. On vient de le voir avec les magistrats de haut niveau, la Cour suprême, etc. On va de voir comment ils sont logés. On voit ces gens-là. Et on a des maisons, les logements administratifs. Diable, avec tout l'argent qu'ils ont accumulé, ils auraient pu même construire des belles maisons et nous épargner de reprendre les maisons de l'État quand même. Même là, ils n'ont pas cette décence-là. La plupart d'entre eux ont des maisons en dehors du Mali. Ils ont des maisons en dehors du Mali. Ils ont des maisons en location, des immeubles en location. En même temps, ils chassent les fonctionnaires de leur maison, ils vendent et ils se les rachètent. Comme ils ont vendu les sociétés entreprises publiques, et ils ont acheté ça avec des opérateurs économiques qu'ils ont créés. Qu'ils ont créés eux-mêmes. Donc voilà, ce ministre, malheureusement, vous avez vu la maison là où il y a le lycée des jeunes filles, là. Ces logements-là, ils sont en train de les brader. C'est Bachili qui donne comment on appelle ça, des menaces d'expulsion pour que les gens sortent. Bon, d'un côté, tu cries contre les spéculations foncières. De l'autre côté, tu es avec l'État pour brader le domaine de l'État. Je ne sais pas s'il faut parler de déception, mais franchement, ce n'est pas notre ligne. Le gouvernement a atteint ses limites. Le pouvoir même là a atteint ses limites. Nous avons un sentiment de vide total. On ne sait pas à qui parler. Mais malheureusement, ils n'ont pas conscience. Ou bien ils ont conscience qu'il y a un danger qui s'annonce. Mais ils ne sont pas suffisamment courageux et suffisamment courageux vis-à-vis d'eux-mêmes pour se remettre en question, pour prévenir. Parce que si tu veux prévenir, il faut te remettre en question. Il faut t'ouvrir et te remettre en question. Mais ils ne se remettent pas en question, mais ils sont toujours en train de chercher des boucs émissaires. Alors vous avez vu que nous, on a cessé de trop parler. On s'est calmé, pas parce que pour qu'on ne soit pas des boucs émissaires, pour que les gens commencent à voir. Parce que finalement, d'ailleurs, parfois on ne sait pas qu'est-ce qu'on va dire si ce n'est pas la rédite. Alors donc, le gouvernement a atteint ses limites, c'est certain. Bon, maintenant, de là à dire qu'il faut faire un gouvernement d'union nationale, mais ils n'ont qu'à le mettre en place, si ça peut les sauver. Nous sommes dans une autre logique. Ces gens doivent partir. Il faut préparer leur départ. Il faut préparer leur départ. 2018, la porte est à côté. Ça, quelque part. Il faut que la jeunesse le comprenne. Si on a un appel à la jeunesse, l'emploi, il ne peut pas l'avoir autrement que d'étudier le programme politique des partis politiques, d'étudier le comportement des hommes politiques, de se mettre ensemble pour pouvoir dessiner les contours d'un nouveau Mali où ils auront du travail. Nous ne serons pas là pour dire qu'on va vous donner du travail, on va vous donner du travail, ou on va proposer des solutions au gouvernement. Mais nous avons tellement proposé de solutions. Même parfois des solutions qui les arrangent, ils s'en détournent. Je n'ai jamais vu un pouvoir comme ça. Vous êtes entouré de pailles sèches et vous vous amusez à faire du jeu d'allumettes. Vous jetez, puis vous êtes entouré de pailles sèches. Même quand on leur fait des propositions, ils essaient de chercher à savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il ne faut pas voir ce qu'il y a derrière et qu'est-ce que tu es, qu'est-ce qu'il y a devant toi. Ce qui est devant eux, c'est ce que nous voyons. Et qu'ils refusent de voir, parce que c'est un refus. Alors donc, inertie et arrogance,
Non seulement ça ne bouge pas, mais quand il vous parle, c'est avec aucun respect. Quand vous entendez l'autre dire, c'est-à-dire que le Sadi est venu comme il est parti. Allez, monsieur Kodophobie. Le Sadi est venu comme il est parti. Ça, c'est l'expression achevée du mépris et de l'arrogance. Il est malhonnête. Quand lui, il passait des heures au téléphone pour chercher les gens du Sadi. Quand, à la dernière rencontre, il dit, s'il vous plaît, ne prenez pas les dispositions tout de suite. Donnez-nous un mois. Nous allons vous répondre parce que ce que vous proposez, nous sommes entièrement d'accord avec. Nous avons attendu 3 mois ou 4 mois. 3 ou 4 mois. Donc ils ne veulent pas de nos propositions. On a fait des propositions même sans nous inclure nous-mêmes dans leur gestion. Parce que pour nous, c'est un programme minimal qui devait nous lier. Ils ne veulent pas savoir. Mais regardez comment il parle. Ibeka va être président de la République en 2018. Quel qu'il en soit. Ça, c'est de l'arrogance. Le mépris. Et on a vu comment ils se sont comportés avec les élections communales. Ils pensent qu'ils vont faire la même chose en 2018 en Chimala. Donc vraiment, et pour répondre à l'Afrique, c'est pas que je vois des choses venir, mais j'ai le même sentiment certainement partagé que beaucoup de Maliens. Nous savons que ça ne va pas. Il y a un gros danger qui nous guette. Il y a un gros danger qui nous guette. Et les patriotes doivent faire en sorte que ce danger emporte ceux qui sont joués du peuple par des années durant. Parce que il y a des politiques qui doivent arrêter maintenant de parler dans ce pays-là. Mais ils parleront toujours, parce qu'ils ont tout le pouvoir économique. Ils ont tout le pouvoir économique. Ils ont même le pouvoir de la drogue financière. Ils ont même ça. Donc, voilà. Donc, on sait ce qu'on va venir. Maintenant, solution pour la jeunesse, se battre pour les libertés démocratiques, se battre pour l'alternance. Si la jeunesse veut savoir ce que je leur propose, c'est de s'organiser dans les rangs du parti Sadi. C'est ce que je leur propose. Il n'y a plus rien. Dans les rangs du parti Sadi, ou de créer un mouvement qui va faire force avec le Sadi, avec tous les syndicats, pour qu'on organise notre pays sur de bases nouvelles. Jusqu'au moment, jusqu'en 2018. Et maintenant, on verra. Mais aussi, ce qui est clair, c'est que notre constitution donne le droit au peuple de la désobéissance civile. Notre constitution nous donne ce droit-là. Sans casse ni rien du tout de la désobéissance civile. Parce que l'État actuel est épuisé. Il ne peut plus rien. Il n'a plus rien à prouver. De 92 à maintenant, c'est le même type d'État que nous avons. Des rentiers d'État, des préventiers. Ce n'est que ça. Et il ne faut pas faire distinction entre ces trois-là. Non. Il n'y a que des différences de degrés. Il n'y a aucune différence de nature. Et aujourd'hui, le Mali a besoin de différences de nature. Donc c'est pour cette raison que le parti Sadi pose le problème toujours d'un nouveau type d'État. Un nouveau type d'État qui va commencer nécessairement par la reconstruction de l'armée, qui doit être le creuset de l'unité nationale et qui doit être la garante de notre souveraineté. Une armée qui tire lorsque le pays est agressé, mais une armée qui ne tire pas sur ses populations. Mais il faut reconstruire l'armée. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se dise qu'on est à la veille de la prise de l'indépendance par nos pères. Mais il faut qu'on ait un élément de plus, c'est que nous avons à tirer des leçons de l'expérience, bonne ou mauvaise, qui ont jalonné ces périodes-là jusqu'aujourd'hui, et que nous avons un ardent désir, une ardente volonté de vivre en commun dans la justice et dans l'équité. Cet État-là doit être un État fort. Cet État-là doit être un État qui doit initier toutes les politiques nationales de développement économique, social et culturel. À mon avis, c'est l'alternance qu'il faut. La santé du président de la République, nous n'en savons pas plus que vous. Mais en tant que médecin, nous savons qu'en fait, c'est quelque chose de préoccupant. Vous savez, ça là encore, je suis en train discuter avec un ami. Je dis, ça ne sert à rien de cacher sa santé à son peuple.
On a eu Fidel Castro. On a eu Fidel Castro sur la table d'opération. Eh bien, il a parlé. Il a publié après son bilan de santé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Dans son pays, il s'est soigné dans son pays. Quitte à ce que les compétences qui n'existent pas chez lui, qu'il fasse appel à ces compétences qui viennent dans le pays, parce qu'il a créé des infrastructures capables de pouvoir soigner toutes les maladies. C'est ça. Mais regardez nos pays. Même quand la femme d'un ministre tousse, direction Tunisie. Direction Maroc. Notre système de santé était plus développé au départ que celui de tous les pays de la sous-région. J'ai fait de la médecine, je le sais. Mais aujourd'hui, nous sommes à la remorque de Burkina Faso qui a créé le concept qui s'est engagé dans le concept des centres de santé communautaires après le Mali. Et l'initiative de Bamako sur les politiques médicamenteuses, c'est le Mali. Le concept des centres de santé communautaires, c'est le Mali. Un arrondissement, un village, un poste de santé de Thomas Sankara s'est inspiré du Mali. Bon, mais aujourd'hui, nous sommes à la queue, complètement à la queue. Nous n'avons plus confiance dans notre système de santé. Et je comprends les populations qui n'ont pas confiance en notre système de santé. D'ailleurs, on pourrait avoir confiance dans quel système? Mais pour moi, pour nous au niveau de SADI, c'est redressable. Tout ça peut être redressé. Donc la santé du président de la République, bon, je crois qu'il y a eu beaucoup de supputations à un moment donné, beaucoup de bruit à un moment donné. Maintenant, c'est le silence complet. Alors on fait avec. On fait avec. Et majorité opposition, j'ai expliqué ça. L'impuissance de l'État, que faire? L'insécurité, on est d'accord avec vous, hein, l'insécurité partout. Bamako, partout. Mais on a le yeux rivé sur... finalement, Kidal est devenu la potion, l'opium. Kidal est devenu l'opium. Parce que quand on dit insécurité des gens, quand on dit Kidal, on dit le nord, le nord, le nord. Tous les jours, on égorge des gens à Bamako. Le tueur en série dont on a parlé. Récemment, Doumbia, le Doumbia qui a été accusé, d'avoir assassiné des gens en série pour des problèmes de visa. Ça doit émouvoir tout le monde. Non, j'ai appris qu'il est Doumbia, mais que sa maman est Koulibaly. Que sa maman est Koulibaly. Donc, l'insécurité est très préoccupante partout, sur toute l'étendue du territoire national. Mais vous savez, au moment où on pose ce problème d'insécurité, sans seulement que le ministre de la Sécurité renvoie des policiers, c'est en ce moment qu'il y a tous les conflits possibles, on refuse d'admettre des gens à être des commissaires de police. Est-ce que nous a rien fait? Moi, on ne comprend pas. Ça veut dire qu'en réalité, ils ont un comportement qui ressemble terriblement au comportement de fin de règne de Amadouman Touré. Et même avant Amadouman Touré. À chaque fin de règne, on voit les gens se comporter, ils sont complètement indifférents à tout. Mais comme je l'ai dit, mais je termine avec ça, je dis, gageons de faire en sorte que IBK soit la fin de la dynastie du mouvement démocratique qui a pris le pouvoir de 92 aujourd'hui par son mandat actuel. Le mouvement démocratique qui a pris le pouvoir en 92 et qui a trahi les idéaux de mars 91. IBK, faisant en sorte que IBK soit le dernier de ce mouvement démocratique à avoir le pouvoir et qu'il soit à son dernier mandat. Vraiment, qu'il soit à son dernier mandat. C'est ce que nous souhaitons. Pas mesurer l'ampleur, la crise et les enjeux. Ils se sont projetés en 1991 alors qu'on était en 2012. Alors donc, il y a beaucoup d'autres détails. Et ce n'est pas le lieu d'en parler, on en parlera certainement. Il y a beaucoup d'autres détails. Je vous assure que si vous avez écouté le MP22, la COPAM, etc., s'ils avaient écouté ces gens,
Et même avec la pression internationale, la chose fondamentale qu'on allait finir un coup, c'était déjà que l'armée se redéploie jusqu'à Kidal. Et cela était possible à cette époque-là. Encore, c'est pourquoi je dis, quand le ministre Diop n'a pas vu le Haut Conseil islamique s'est cassé le dos pour aller jusqu'à Kidal, les Dogons se cassaient le dos pour aller jusqu'à Kidal, nous, au niveau de Sadi, partir d'abord à Sévaré, rencontrer la ligne de front, les militaires qui étaient là-bas, rencontrer Gandakoy, rencontrer Gandeizo, le FLN, Front de Libération du Nord, rencontrer tous ces gens-là, et ensuite aller rencontrer à Niafunke, Ansardine, qui était la force la plus puissante. C'était Ansardine, après Ansardine, c'était le Moujao. C'était les deux forces les plus puissantes à l'époque. Si cette recette avait été entendue, écoutée, traitée avec les militaires, je vous assure que la communauté internationale n'en avait pas besoin. On n'en avait pas besoin. Et celui qui sortait de ces urnes-là, je vous assure, que ce soit Oumar Mariko ou quelqu'un d'autre, eux ne seraient pas en prison, le Mali allait prendre un autre en mode. Ça, c'est ma conviction, qui découle des actes concrets que nous avons pris, que nous avons posés. Mais hélas, de l'autre côté, les anges s'agitaient. Ceux qui ont toujours trouvé les solutions à l'extérieur se sont agités pour casser ce élan-là, alors qu'il a été mis à leur disposition. C'est ce qui est difficile à comprendre. Nous étions au téléphone avec des gens pour qu'on parle. Mais ils ont inventé des complots, ils ont inventé des coups qu'on était en train de faire. Ils ont inventé tout, ils nous ont calomniés, vilipendés. Ils nous ont fait porter des chapeaux, des choses qui nous éloignaient les uns des autres et qui n'étaient pas vraies. Ils ont refusé de prendre notre main pour qu'on s'asseye, qu'on parle. Même pour écouter les militaires qui avaient dit, mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils avaient contre quelqu'un? Sanogo, il connaît qui là? Ces militaires-là, ils connaissaient qui pour avoir une aversion pour X, Y? Au contraire, ce qu'ils nous ont fait subir était plus dur que ce qu'ils ont fait subir à ces gens-là, de la communauté internationale. Donc voilà, cher ami, en toute honnêteté, je pense que si le mouvement social, politique avait été écouté par le mouvement militaire, on ne serait pas là. Ça dépasse la seule question de Oumar Mariko. Et la question de la fonction de Premier ministre, qui n'était d'ailleurs pas ni notre objectif, ni ce qui était connu. Je vous remercie. An balimaw nin tun ye barolasigi ye min ni a kɛnɛ sigira kunnafonidilaw ani Umar Mariko ni ɲɔgɔn cɛ parti Sadi siège la. Nin de bena dan sigi dɔgɔkun kunnafoni la. An bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ do kibaru kɛnɛ kan ni Ala ye dɛnɛ nata yirana inshallah. An ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen a fɛn fɛn to kulo bɛ kunnafoni na. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.
sabura